Cette sélection est très particulière, elle tourne, comme vous le savez, elle est centrée autour de la question de la lumière, de cette thématique. Et avant de présenter l'ensemble des livres, il se doit, par amitié et par égard pour tout le monde, donc, de présenter les participants. Donc vous êtes Madame, je crois, Béatrice Aubry, et vous allez nous parler... Je vais vous parler de L'ombre de nos nuits de Gaël Josse, qui faisait partie de ma sélection. À ma gauche, donc, Isabelle Bergois, donc, qui est l'auteur du Dagobert optique. À ma droite, donc, Valérie Malfroy, qui est traductrice et qui a donc traduit le livre d'Anthony Deur, Toute la lumière que nous pouvons voir. Ensuite, Dominique Pierry, donc, qui nous parlera du voyant. Et enfin, Gaël de Franco, que nous connaissons depuis longtemps, donc Gaël de Franco, qui va nous parler du livre de Claude Pujade Renaud. Alors, la thématique de cette année nous touche tout particulièrement. Cette question de la lumière, elle traverse à la fois le domaine des sciences, nous le verrons tout à l'heure avec la conférence d'Étienne Klein, et c'est une thématique scientifique qui est évidemment fondamentale. La voisine de gauche, on connaît un rayon, pourrait-on dire, pour parler presque vulgairement. Donc, c'est une thématique scientifique fondamentale, mais c'est aussi évidemment une thématique existentielle très forte, anthropologique, historique, littéraire et philosophique. Les lumières, quand on dit les lumières, c'est évidemment tout ce qui nous ramène à notre fameux siècle des Lumières, c'est ce qui éclaire notre pensée, c'est ce qui nous éclaire, c'est ce qui nous appelle à être des hommes parlants, pensants. Hein, et la question aujourd'hui est sans doute encore plus d'actualité, la question justement de la réflexion, de la raison et de tout ce que nous ont apporté les philosophes des Lumières. La lumière, c'est évidemment le fait de pouvoir être au monde d'une certaine manière en voyant, mais et la thématique et l'ensemble des livres ici rendent compte d'une dimension existentielle particulière qui concerne le handicap et notamment celles et ceux qui sont privés de lumière, les non-voyants et les aveugles. Trois personnages, hein, Jacques, je crois, Louise Van, Oscar, c'est votre aveugle en quelque sorte. C'est ça. Voilà, Oscar et Marie-Laure, qui est le personnage, la petite aveugle Chantalina. Voilà, donc trois non-voyants, des titres qui sont évidemment très liés à cette question de la lumière, hein, toute la lumière que nous ne pouvons voir. Je reviendrai sur ce titre, Dans l'ombre de la lumière, Claude Pujade Renaud. Alors le Dagobert optique, on a optique bien sûr, c'est ce qui permet de voir, hein, c'est ce qui permet, qui donne accès, et ce que la lumière traverse également. Le voyant, un commentaire hein, de Jérôme Garcin, évidemment, et puis Gaël Josse, L'ombre de nos nuits, la question de la lumière, là dans sa dimension artistique alors, avec Georges Delatour, c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec vous. Mais avant de commencer peut-être à entrer dans les œuvres elles-mêmes et celles et ceux qui apportent, je voudrais introduire brièvement autour de ce que disait le philosophe italien Sergio Agamben dans un livre, tout petit livre que j'ai apporté ici, qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» Vous savez, ce sont des petites leçons de philosophie en quelque sorte, il y a aussi sur l'amitié, et ce sont des livres très faciles d'accès et qui en même temps portent une réalité philosophique et une profondeur rare. Le contemporain, donc nous sommes contemporains, est celui qui perçoit l'obscurité de son temps, nous dit Sergio Agamben. Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps. Et sans doute, cette obscurité
qui fait que nous ne pouvons pas vraiment accéder au monde d'aujourd'hui parce que nous serions aveuglés, en tout cas dans l'incapacité de voir, nous en faisons tous l'expérience. Par exemple, pour celles et ceux qui ont déjà quelques années derrière eux, nous sommes toujours surpris de voir une voiture, une DS-19, une 404, et nous regardons ces lignes qui nous paraissent tout à fait curieuses aujourd'hui, alors que quand on vivait au milieu des Dauphines, des 404 et des Renault, etc., on les trouvait tout à fait normales. Donc la mise en perspective dans le temps nous fait voir les choses complètement différemment. Donc c'est une chose tout à fait curieuse que de penser finalement nous sommes si souvent plongés dans l'obscurité. Et les écrivains sont ceux qui se penchent justement, qui essayent d'éclairer en quelque sorte notre route. L'écriture, parce qu'elle nous elle nous conduit à réfléchir et à penser le monde, eh bien nous décale et nous permet peut-être d'accéder par des biais à des réalités. Et elle le fait, la littérature le fait, notamment parce qu'elle remet dans une perspective historique. Et c'est une autre thématique de la sélection 2017, c'est que beaucoup d'auteurs, Anthony Doerr, bien sûr, avec la Seconde Guerre, la montée du nazisme, la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire, toute proche, mais c'est l'histoire. Bien sûr, l'histoire avec Claude Pujade-Renaud et Augustin, donc le 5e siècle, et donc tout le monde chrétien de cette époque, romain et chrétien de cette époque, l'histoire aussi, bien sûr, avec l'histoire de la peinture, avec Georges de la Tour, et puis le voyant de Jérôme Garcin, là aussi qui traverse le XXe siècle. L'histoire est au cœur de cette sélection, et c'est sans doute par ce mouvement de retour, de reprise sur le fait que l'on se penche sur le passé, c'est sans doute cela qui nous permet sans doute de mieux comprendre le présent. Ce que Kierkegaard appelait le retour en arrière, la reprise en avant, le fait de reprendre des événements passés pour mieux comprendre et finalement pour mieux accéder au présent. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'actualité et comment le passé peut nous éclairer sur la compréhension de notre actualité. Alors, peut-être pourrions-nous commencer cette rencontre avec Anthony Doerr et avec vous, Valérie Malfroy, traductrice. Donc, vous avez obtenu pour une traduction précédente d'un livre d'Anthony Doerr le prix Maurice Edgar Poindreau, qui était également un grand traducteur. Et peut-être pourrions-nous commencer par échanger autour de la question de la traduction. La question de la traduction, et être traducteur, c'est aussi faire œuvre de création, c'est passer d'une langue à l'autre, et nécessairement, ça demande un investissement, c'est une activité particulière. Comment en vient-on à traduire? Et ensuite, on abordera plus particulièrement l'œuvre elle-même d'Anthony. En ce qui me concerne, par des biais très divers, on va dire, c'était une ramification d'activités autour de l'édition, éditeur, correcteur, lecteur, auteur aussi, et puis à un moment donné, la volonté de... C'est aussi un travail de critique en fait, quand on est traducteur. Donc, moi j'étais aussi enseignante, et alors en fait, Dans quelle discipline français et philosophie. Et alors, c'est très amusant aussi, parce qu'on corrige un peu les auteurs quand on les traduit. On corrige les nouvelles, on corrige aussi les bons, pour le plaisir de corriger et d'apporter son grain de sel. Donc c'est beaucoup d'activités. Puis il y a un petit côté économique aussi, je le dis parce que c'est rarement su. Un traducteur gagne en général 20 fois plus qu'un auteur dans l'édition. Bah oui, parce qu'on est payé au feuillet. Et les auteurs sont payés au forfait. Donc un jour, je vais écrire un livre, j'ai parlé à un éditeur, il m'a dit on te donnera tant. Je dis mais c'est quand même 20 fois moins qu'une traduction. Il me dit oui mais on ne sait pas combien on en vendra de ton livre. Alors, tout ça pour dire qu'il y a aussi une raison, c'est pas la raison principale, mais la raison pour laquelle à un moment donné on se concentre sur la traduction, c'est qu'on peut vivre de la traduction, donc un auteur, sauf à avoir un agent extraordinaire et puis s'exprimer dans une langue qui est traduite dans 50 pays, l'auteur a peu de chances de pouvoir vivre de son travail aussi. Mais c'est évidemment pas la raison principale. La raison principale,
c'est un contact permanent et intime avec des textes. Alors, ce contact permanent, intime avec des textes fait qu'on est plongé pendant 6 mois, je ne sais pas combien de temps vous mettez pour traduire un très gros livre comme celui, oui. Mais on est plongé pendant des semaines, en tout cas des mois, dans un univers. Et quelle a été, à la première lecture, et ensuite, quelles sont pour vous les singularités peut-être de ce livre, et comment vous l'avez reçu? Qu'est-ce qui vous a frappé d'emblée? Alors en fait, moi je connais bien Anthony Doerr parce que j'avais traduit un précédent, donc le recueil Le Mur de mémoire, qui est un recueil de nouvelles. Et puis le précédent, alors là j'ai un trou de mémoire, donc c'était quand même le 3e livre. En fait, il y a toujours, si vous regardez la construction du roman, il a voulu faire un gros roman historique, mais composé de petits textes. Et je pense que c'est une des raisons de la réussite du livre, c'est qu'il n'a pas voulu forcer sa nature. Et il cherche, il travaille énormément, c'est pour ça que pour un traducteur c'est très agréable, parce que autant il peut faire des énormes erreurs, mais très factuelles, sur des questions de rue, de non-rue, il a été un peu fâché avec la géographie de Paris, mais sinon, poétiquement, il cherche une écriture poétique, une forme poétique pour dire des choses très lyriques, c'est quelqu'un de très lyrique, très américain pour ça, c'est un romantique. Alors il cherche à dire des choses poétiques, mais il ne cherche pas ni à forcer sa nature, ni... C'est pas dans les sbroufs, c'est dans le... Il essaye d'avoir une écriture la plus épurée possible, la plus dépouillée, quitte à avoir une conception un petit peu en expansion un peu, c'est un peu des galaxies. Donc il y a des étoiles, et puis il cherche à avoir des correspondances entre ces étoiles. Et c'est cette recherche de pureté qui, moi, me parle énormément, parce que le français est à la fois très différent de l'anglais, parce que le français est cartésien, mais on a quand même une tradition poétique très forte. Alors on peut toujours aller très très loin dans le dépouillement en français. Et c'est pas le cas de toutes les langues d'ailleurs. On peut à la limite aller encore plus loin que l'anglais. D'ailleurs souvent les auteurs me disent, c'est un peu un compliment, mais ils me disent c'est mieux en français. Alors évidemment je prends ça pour moi, mais je pense que c'est pas tout à fait faux. Il y a des qualités de concision en français qui permettent de décupler la valeur poétique d'un texte. Alors on est à la lecture évidemment très saisi, très interpellé par la composition, la structure du texte, hein, qui est donc structurée autour de deux récits parallèles en fait, mais très construit autour de ces séquences très courtes, très denses, qui rendent compte effectivement de toute une période historique qui est celle évidemment de la montée du nazisme et de la guerre. Il y a une dimension très forte de lyrisme, c'est un texte très lyrique, très puissant, c'est vraiment le roman américain, et en même temps il est dans le souci du détail. Et vous nous parliez tout à l'heure de son amour enfin de ce goût pour la France aussi, et notamment pour Saint-Malo. Jules Verne déjà, voilà, Jules Verne. Qui est un peu son modèle en fait, hein, parce que c'est bien, non pas faire du Jules Verne, mais ce mariage comme ça de l'imagination, de la géographie, de la science, ça c'est quand même son modèle, même si c'est très différent. Effectivement, quand on le lit, on ne pense pas immédiatement à Jules Verne dans ses autres œuvres. Et Saint-Malo, c'est parce qu'en fait, il était venu à Saint-Malo pour défendre un autre livre, et il me dit vraiment, je suis bête comme un Américain, j'ai cru être dans une cité corsaire telle qu'à l'origine. J'ai découvert après que les pierres, c'était de l'aggloméré, parce que ça a été reconstruit après la guerre, et j'ai découvert que je me sentais mal parce qu'en tant qu'Américain, ça a été détruit par les bombes américaines. J'aurais pu lui citer des villes françaises comme Boulogne-sur-Mer qui ont été détruites par des bombes anglaises, mais bon, on n'a pas voulu pousser le bouchon plus loin. Mais alors du coup, il s'est dit, j'ai une dette, en tant qu'Américain j'ai une dette, et je vais écrire un roman qui se passe à Saint-Malo. Je pense que l'autre raison, c'est qu'il avait envie d'être réinvité. Ça a d'ailleurs très bien marché. Et alors maintenant, j'ai découvert que l'Office du tourisme, ils ont un audio guide avec sur les traces de Marie-Laure, à travers Saint-Malo. Et donc effectivement, et d'ailleurs c'est une imagination poétique, c'est-à-dire de voir à quel point il s'était cru lui-même plongé dans un passé un peu idéalisé, la cité corsaire,
les grands espaces, la mer, les flibustiers, que sais-je. Et puis il s'est retrouvé tout d'un coup, on lui a parlé d'une réalité qui était plus dramatique et plus proche, qui était celle de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est cette espèce de déflagration dans son esprit qui a créé cette volonté de faire un roman. Alors après, évidemment, il l'a construit beaucoup plus lentement, puisqu'il n'était pas du tout familier. Donc il a beaucoup buté sur des choses comme quel était l'équipement militaire d'un Allemand, par exemple. Et les réflexions que je lui ai faites, c'était les mêmes que lui a fait le traducteur de l'allemand. Parce qu'en fait, moi j'ai découvert que les soldats allemands étaient beaucoup mieux équipés que les soldats français. Ils avaient une variété de sacs terribles. Et donc, c'était très important pour les Allemands. Ils avaient même un sac qui se transformait en tente, sous lequel ils pouvaient, s'ils étaient isolés quelque part, dormir. Et donc, on s'est amusé à creuser là-dessus, avec aussi le traducteur, l'allemand, de son côté. Très bien. Donc, également un roman traversé par la question de la lumière, mais qui est pris là aussi dans un sens presque cosmique. Hein. Cosmique, métaphorique, c'est aussi la clairvoyance, parce qu'effectivement, il y a l'idée d'une période obscurantiste. Et finalement, la petite aveugle, évidemment, bon, ça c'est une métaphore, pas d'une grande originalité, je dirais, mais c'est finalement l'aveugle qui voit plus clair que les autres. Oui, tout à fait. Et ce livre, vous me disiez, évidemment, à Saint-Malo, au festival, un autre festival nettement moins important que le festival du Grand-Val, Étonnant Voyageur, personne ne connaît Étonnant Voyageur, voilà. Donc, voilà, confidentiel. Donc, Étonnant Voyageur, Anthony Dore a été invité. Oui, alors du coup, c'est un rockstar, tout le monde le photographie. On ne peut pas rentrer dans une crêperie sans être photographié par le patron. Il ne cherche pas d'ailleurs, c'est quelqu'un de très, très simple, très modeste. Et je ne cherche pas la. Il faut dire qu'on a un physique aussi assez particulier, donc personne ne se méprend sur ça. Mais quand il était au Festival Étonnant Voyageur, il a passé 4 heures non-stop à signer des livres. C'était très impressionnant. Il ne pensait pas qu'en France, il y avait comme aux États-Unis. Oui. Parce qu'aux États-Unis, bizarrement, il y a une médiatisation plus importante, mais pas du tout sur les écrivains. Ça passe beaucoup par les clubs du livre. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Merci Valérie. On va poursuivre avec ma voisine donc, de gauche, Isabelle Bergois, donc pour le Dagobert optique, où là la question de la... Vous avez un micro peut-être, voilà. Où la question de la lumière est évidemment très présente. C'est un livre, c'est votre premier roman? Oui, c'est mon premier roman. Et vous êtes physicienne, donc scientifique. Voilà, j'ai fait des études, un doctorat dans le domaine de l'optique, et puis maintenant je travaille comme ingénieur. Et alors, comment peut-on, quand on est physicienne, écrire? Comment vous en êtes venu à avoir envie d'écrire? Vous écriviez à l'école? Vous avez toujours été attirée par l'écriture? Oui, je suis déjà une grande lectrice, et puis j'ai commencé vers l'âge de 10 ans en prenant un cahier de brouillon et en écrivant, avec l'idée non pas d'écrire une histoire, mais de fabriquer un livre. Donc il fallait qu'il y ait l'histoire, les illustrations, l'objet livre. L'objet livre. Et puis j'ai aimé écrire l'histoire, finalement, et puis voilà, j'ai essayé d'autres fois, sans vraiment aller au bout, sans avoir une grande réussite dans ce domaine, et puis finalement, un jour, ça a marché. Voilà, alors on a dans cette sélection des esthétiques très très différentes, hein, le roman américain, la puissance, le lyrisme, voire le romantisme avec Anthony Dore, et vous, on est dans un registre tout autre, qui est une économie littéraire très différente, qui est tout de même fondamentalement centrée sur la question du jeu. D'ailleurs, le roman s'ouvre, la scène inaugurale est bien la question du jeu, c'est donc un frère et une sœur qui se trouvent à Strasbourg et qui sont pris dans un jeu qui est d'une certaine manière un jeu qui les maintient un peu dans l'enfance aussi, alors qu'ils ne sont pas tout jeunes finalement. Et cette dimension ludique, elle traverse tout le livre, même à partir du titre. Le titre lui-même, vous pouvez nous en dire 2 mots de ce titre, Dagobert? Alors, on n'est pas avec le roi Dagobert. Hein. Le titre, c'est un jeu de mots. Toute l'histoire tourne autour d'une photographie particulière et l'histoire de la photographie, puisque cette photo-là vient d'une époque ancienne et vient de la fin du 19e siècle et d'une technique très particulière. Et donc,
on est aussi dans l'histoire de la photographie, et les premières photographies qui ont existé s'appelaient des daguerréotypes. Et donc les personnages qui ont mené une sorte d'enquête autour de cet objet commencent à se documenter, entendent parler des daguerréotypes, et puis l'un des personnages comprend mal et répète autour de lui qu'il a voulu un dagobert optique. Et à partir de là, c'est bien pratique, on a une façon très, très rigolote et très pratique de nommer cet objet, qui est quelque chose qui est un objet scientifique en fait. Voilà, donc le ton est donné, il y a une légèreté, même dans le titre, hein, sur ce jeu de mots, dagobert optique, daguerréotype, donc qui donne la tonalité du récit, du roman, et qui l'inscrit dans cette dimension ludique, ce qui n'empêche absolument pas, bien évidemment, une gravité, là aussi, qui est une gravité qui tourne autour de deux personnages, hein, principalement Oan, donc, qui est un Vietnamien, et bien sûr d'Oscar, qui est donc non-voyant, et qui est donc le compagnon de l'héroïne. Comment en vient-on à écrire, à construire une histoire autour de cet objet scientifique? Vous êtes parti de quoi dans l'écriture? Alors l'idée du tout début, c'est le moment où je me suis dit, mais finalement, pour réussir à écrire une histoire, il faudrait que je parle de quelque chose que je connais bien, et la lumière, c'est mon travail en fait. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ça, ce serait peut-être la bonne idée. Et je voulais partir autour de la lumière, des couleurs. Et j'ai repensé à ces techniques photographiques qui n'est pas connues en fait, qui étaient largement oubliées, et dont j'avais entendu parler moi pendant mes études. Et voilà, en commençant à chercher de ce côté-là, je me suis dit, là, il y a vraiment un sujet. Et, on tourne autour d'un scientifique qui a eu le prix Nobel pour son invention, la photographie couleur. Et puis c'était compliqué, on n'a pas pu garder la technique et on ne s'en souvient plus vraiment. Je suis partie vraiment de ça, l'idée de la lumière et de la couleur. Et la lumière, vous travaillez, vous, sur la question de la lumière, personnellement, en tant que chercheuse? Oui. Alors, quand j'étais dans la recherche, oui, j'étais dans l'optique. Et maintenant, je suis dans une entreprise qui fait des logiciels pour des calculs sur l'éclairage, les phares de voiture et les choses comme ça. Donc, je suis toujours dans les lumières. Oui. Et l'écriture est alors, par rapport à la science, par rapport à votre activité professionnelle, l'écriture, c'est de l'ordre du divertissement personnel, ou au contraire, ça vous permet de retracer peut-être votre propre rapport à la science, votre propre curiosité, parce que c'est un roman énigme, hein. C'est un roman, le mystère est entretenu pendant tout le livre. Il y a donc, on est tenu en haleine par ce récit, mais c'est peut-être que vous aussi, en tant qu'auteur, vous recherchez quelque chose qui vous tient en haleine dans ce rapport à la science et à la littérature. Alors mon projet initial, c'était pas d'écrire vraiment un livre avec un objet scientifique. Donc, quand cette idée-là s'est présentée, je me suis dit que oui, c'était la bonne idée, mais il y a aussi un aspect historique, il y a toute l'histoire des personnages, de leur identité, tout ça. Donc l'aspect scientifique n'est pas le seul. Et c'est pas ce qui m'a motivé, c'est pas seulement ce qui m'a motivé en tout cas. Donc le côté enquête, les divers autres thèmes qui traversent le roman sont aussi importants que la partie scientifique. Alors c'est effectivement aussi, il y a cette dimension ludique, il y a ce petit côté club des 5 pour adultes, et en même temps il y a cette ouverture évidemment sur la colonisation, sur le Vietnam, avec le personnage de Oan, avec l'Algérie, avec un autre personnage, et tout cela apporte éclaire finalement, se concentre autour de cet objet qui retient la lumière, non seulement la lumière mais la couleur aussi. Ce rapport à la couleur, à la lumière, c'est très fort, et ça traverse tout le livre autour de cette question de l'énigme et du jeu. Vous êtes en train d'écrire un autre livre, non? J'ai commencé quelque chose, mais pour l'instant, c'est difficile d'en parler, c'est encore très, très en chantier. Très bien, merci Isabelle. On va continuer notre parcours littéraire, peut-être avec vous, autour de l'œuvre de Gaël Josse. Gaël Josse, donc, qui vient à la littérature par la poésie, qui a publié plusieurs ouvrages, notamment aux éditions Autrement, et Gaël Josse qui nous propose L'ombre de nos nuits,
c'est un récit croisé, une histoire d'amour et Georges de la Tour. Enfin, c'est pas une histoire d'amour entre, excusez-moi, entre un personnage d'aujourd'hui et Georges de la Tour, quoique, en quelque sorte, l'auteur, quand même, visiblement apprécie beaucoup ce très grand peintre. On apprend beaucoup de choses dans ce livre, oui. Oui, alors c'est un livre un petit peu, peut-être un petit peu déstabilisant, parce que c'est vrai qu'il y a un parallèle entre deux époques qui, a priori, n'ont pas grand-chose ensemble. Moi, je suis tombée dedans, complètement. Donc c'est d'une part Georges de la Tour qui peint son Saint-Sébastien, et d'autre part, donc ça se passe au XVIIe siècle, et d'autre part l'histoire d'une femme de maintenant, voilà, qui nous raconte une histoire malheureuse d'amour. En fait, il y a trois monologues. Il y a le monologue de Georges de la Tour, qui est dans sa création. Il y a le monologue de Laurent, qui est l'apprenti de Georges de la Tour, qui est un garçon très sensible et qui va regarder plutôt la réaction des différents personnages. Et puis, il y a cette femme, dont on ne sait pas grand-chose, à part le fait qu'elle est traductrice, et qui rentre dans un musée en attendant un train, il pleut, et qui va avoir un choc, un électrochoc devant ce tableau de Georges de la Tour. Et ce choc va lui faire revivre une histoire d'amour douloureuse, parce que elle va voir dans le regard d'Irène, qui dans le tableau de Georges de la Tour est Claude, donc sa fille, elle va voir la même compassion qu'elle a eue vis-à-vis d'un homme qu'elle a aimé. Elle va vraiment se ressentir ça. Et moi, je suis complètement rentrée dedans, dans ce système, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé en lisant un livre, ou en voyant un film, ou en écoutant une chanson, d'avoir tout d'un coup un électrochoc qui me rappelle quelque chose, souvent peut-être un peu douloureux, qui a été enfoui, ce qui est le cas pour cette femme. Donc on va voir ces trois monologues, dont en même temps on voit la création de Georges de la Tour, vue par Gaël Josse, bien sûr, mais on l'imagine tout à fait, cet homme qui va choisir sa fille pour Irène. Bon, au départ, il pensait choisir sa femme, et puis après réflexion, il se dit que sa fille correspond plus au personnage. Il va choisir un voisin, parce que c'est un garçon beau et bien bâti pour le rôle de Saint-Sébastien. Il crée toujours dans son atelier, où il y a toujours du feu, parce qu'il fait froid, donc dans la cheminée, la cheminée doit être alimentée. Il crée plutôt le soir, et il insiste sur le fait que pour lui, ce clair-obscur est tellement important, ça lui apporte la paix. Il parle de cette période où il y avait tellement de violence, la maladie, il y avait la peste. Et lui, quand il se retrouve dans son atelier, dans une atmosphère de clair-obscur, il retrouve la paix, et c'est dans ces conditions qu'il peut vraiment créer. Et pour lui, la pleine lumière ne montre que la violence, alors que le clair-obscur mène à la paix. Voilà, ça c'est le regard de Gaël Josse, mais c'est assez satisfaisant quand on voit ces magnifiques tableaux de Georges de la Tour, tous, enfin la plupart en clair-obscur. On imagine un petit peu que Georges de la Tour a pu ressentir ça. Alors, je me suis renseignée quand même. J'ai vu qu'il y avait deux Saint-Sébastien. Et alors, c'est dommage que Gaël Josse ne soit pas là pour en parler, parce que apparemment, le vrai Saint-Sébastien, ce n'est pas celui qui est mis au début du livre.
Bon, tous ceux qui ont lu le livre ont vu que Georges de la Tour aurait demandé à son apprenti de faire une copie, puisque le tableau devait être donné à Louis XIII. Bon, sur Internet, il est dit que c'est son fils qui aurait fait on ne sait pas très bien quelle est la vérité. Bon, en tout cas, il y aurait eu 2 tableaux de Saint-Sébastien. Mais, apparemment, celui-là, celui qui est donc sur la couverture, ne serait pas celui de Georges de la Tour. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Je regrette vraiment que Yann Josse ne soit pas là pour... voilà, elle a dû creuser la question. Bon, en tout cas, c'est vrai que moi qui adore Georges de la Tour, là j'ai été conduite par ce livre. Voilà. C'est un livre très émouvant où effectivement les ondes d'ombre du récit et de l'histoire d'amour oui. sont conservées avec beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur, oui. Et alors justement cette femme, mais ça fait comme 2 histoires parallèles, mais qui ne se dérangent pas. Enfin moi ça ne m'a pas dérangé. Où cette femme revit donc cette histoire d'amour douloureuse, où elle a été comme Irène à tout donner d'elle-même. Oui. Et en espérant, en échange, que l'homme qu'elle aimait l'aimerait en échange, en partage. Et finalement, elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle a donné et elle n'a rien reçu. Et ça a été finalement, elle a fini par fuir. Mais elle a retrouvé dans le regard d'Irène, donc du tableau qui enlève la flèche de Saint-Sébastien, ce même sentiment qu'elle a ressenti. Et c'est là, voilà, c'est juste ça le point d'articulation entre ces 2 récits, oui. Où elle s'est retrouvée. Elle a ressenti la même chose que ce qu'elle a ressenti pendant toute cette période où elle a aimé cet homme. Et ça, cette compassion, oui. C'est ce qui est très beau, c'est cette bascule, effectivement, comment un choc esthétique peut mettre en rapport un peintre du XVIIe siècle, Lorrain, et cette femme aujourd'hui du XXe, ce personnage, et comment les 2 histoires s'éclairent l'une l'autre, et comment elle cherche dans la vie de Georges de la Tour, justement, à éclairer ces zones d'ombre de sa propre vie, en quelque sorte. Oui, parce qu'elle s'interroge beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle... Voilà, elle s'est fait aussi mal avec cette histoire, mais ça fonctionne bien, mais il faut rentrer dedans, c'est comme un électrochoc, c'est vrai. Pourquoi parfois un film nous émeut plus qu'un autre, une musique, parce que sans doute on retrouve quelque chose de soi-même. Tout à fait, tout à fait. Et alors du coup, je me suis documenté un peu sur Georges de la Tour, que je connaissais mal, enfin je le connaissais pour quelques jeunes de ses œuvres, mais c'est une drôle dessinée aussi, puisque c'est un peintre qui, toute son œuvre a disparu pratiquement. Je veux dire, il n'était plus auteur de son œuvre. Son œuvre a été... les de la Tour sont redevenus des de la Tour, alors qu'ils avaient été attribués à d'autres peintres. C'est incroyable dans l'histoire de la peinture. Il a eu un moment d'éclipse, une éclipse, et c'est seulement récemment, au XXe siècle, qu'on a commencé à recomposer une œuvre en fait qui était complètement disséminée et sous d'autres noms. C'est donc ça aussi, ce n'est pas un hasard si ce peintre interroge tellement le personnage principal du livre. Merci beaucoup. On va peut-être maintenant s'attacher donc avec vous au livre de Jérôme Garcin, le Voyant. Jérôme Garcin, donc auteur d'une œuvre abondante, évidemment, que nous connaissons, qui écrit également est un critique, animateur du Masque et la Plume pendant de nombreuses années, et qui signe ici donc Le Voyant, un livre superbe sur un personnage, Jacques Puissant, un personnage tout à fait singulier. Moi, j'aurais été très contente d'entendre d'ailleurs Jérôme Garcin parler de Jacques Ferrand, parce que cette rencontre entre ces 2 auteurs, parce que ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre, c'est parce qu'il a lu Et la lumière fut, il a été ému par ce livre, et
il a essayé de savoir qui était ce personnage, et donc il a été choqué, et moi j'ai été choquée avec lui, de voir que ce résistant, ce grand résistant aveugle est passé complètement dans l'oubli. Je ne connais pas le livre de Jérôme Garcin, mais c'est amusant parce que dans un des auteurs auquel fait allusion et rend hommage à Anthony Doerr, c'est aussi Jacques Lucero, que je ne connaissais pas non plus, et je me suis procuré le livre, et j'ai découvert ce destin extraordinaire. Oui. D'ailleurs, c'est un petit peu choquant. Moi, je vais vous lire d'ailleurs ce qui lui a donné envie d'écrire ce livre. Il y a un passage que je trouve un petit peu fort de bouchon, vous m'excuserez. En France, pays paraissent frappés d'amnésie, nation fatiguée qui juge suspect les exploits hors normes, qui est trop désabusé pour être curieuse de son passé. C'est à peine si l'on connaît cet homme remarquable dont presque tous les livres sont introuvables. Donc il est très connu en Allemagne, où les textes sont étudiés à l'école. Il est très connu aux États-Unis, mais en France, on ne connaît absolument pas Jacques Lucéran. Donc je trouve que c'est un livre qui est très fort, qui est très émouvant. C'est un enfant qui était myope. Il a été poussé par un de ses camarades, il est tombé sur son bureau, il s'est rentré sa lunette dans l'œil, donc son œil, il a perdu son œil, il a perdu le deuxième œil, donc il a été très mal, il avait 8 ans à l'époque, et il a eu de force de caractère absolument extraordinaire. Il a décidé que ce qui était le plus important, c'était lui, le toucher, et jamais il ne s'est plaint. Il a dit que son regard, c'était un regard intérieur, que ses yeux étaient rentrés en lui-même. Il se représentait tous les paysages qu'il avait déjà vus, il les a gardés en mémoire. Après, il a adoré la littérature française, il a adoré l'histoire, il a présenté Hippocagne, enfin il a été un élève excessivement brillant, il avait tous les tableaux d'honneur, il voulait enseigner en France, et puis donc la guerre est arrivée, il a eu énormément de courage, c'est lui qui a monté les volontaires de la liberté, je crois, ça s'appelait. Et donc c'est lui qui donnait les ordres, qui encourageait un réseau de résistance d'adolescents. Et c'était lui qui était le cerveau. Ils ont commencé à un tout petit nombre, ils sont arrivés à 180. Et c'est lui qui disait à ses camarades, allez chercher les mitraillettes, allez mettre les journaux dans les boîtes aux lettres. C'était lui le cerveau. Lui, le petit aveugle, le cerveau de cette résistance, je trouve que c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a été arrêté, il a été déporté à Buchenwald, et là, il a eu le courage de cette amitié avec tous les autres. Jamais il a baissé les bras. Il a été sauvé grâce à un Polonais qui lui a dit ne dis surtout pas que tu es étudiant, dis que tu es interprète français, allemand, puis russe, je crois bien. Et donc, c'est vrai, il avait étudié l'allemand parce qu'il adorait Goethe, il a étudié l'allemand, il adorait la langue allemande. Mais d'ailleurs, quand il est parti de Buchenwald, il a dit « J'adorais l'allemand, mais jamais plus je ne le parlerai ». C'est quand même quelque chose de poignant. Il était toujours en train de soutenir ses camarades. Il a été rescapé de Buchenwald alors qu'il a eu des tas de maladies. Et quand il est rentré, il n'a même pas été accueilli par la France. On n'a pas voulu le laisser enseigner en France. Il a fallu qu'il parte aux États-Unis où il a été plébiscité. Et il est revenu en France pour mourir sur une route par un accident de voiture. C'est quand même quelque chose avoir réussi à quitter Buchenwald et toutes les maladies qu'il avait eues pour après être écrasé comme ça sur une route à 47 ans avec sa troisième épouse. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est quand même quelqu'un qui attirait beaucoup les femmes aussi. Il devait avoir, il ne voyait pas, mais il devait avoir un toucher particulier parce qu'elles étaient toutes après lui. Et donc il s'est marié 3 fois. Bon, il ne s'est pas beaucoup occupé de ses enfants, je crois qu'il en a eu 4, ça on ne peut pas dire. Mais je crois que toutes ces étudiantes étaient quand même assez attirées par lui. Voilà. Bon, moi j'étais très émue par cet homme,
Et donc j'ai très envie de lire le livre La lumière fut, parce que je trouve qu'il avait vraiment une force de caractère qui vous emporte tout au long de ce récit et que c'est vraiment merveilleux. Ce qui est très beau, c'est aussi la manière dont Jérôme Garcin lui-même se penche sur le destin de Jacques Busserin. Ce destin dont... C'est pour ça que j'aurais aimé l'entendre en oui, parler. très singulier. Et dans cette histoire vraiment exemplaire, quand on pense que au lycée, donc aveugle, il crée avec ses camarades de lycée ce premier réseau de résistance. Il réussit à rassembler autour de lui 300 lycéens résistants, à fonder ce premier journal Le Tigre, en hommage à Clémenceau, puis ensuite à entrer en tant qu'adulte, pourrait-on dire, dans la résistance et y tenir un rôle important, tout en étant non-voyant. C'est un destin extraordinaire. Et en même temps, le retour après la libération s'est fait dans de grandes difficultés d'ordre existentiel. Jérôme Garcin nous dit qu'il est tombé dans une dépression en retour de Buchenwald, une dépression qui l'a entraîné sans doute dans un mysticisme qui lui a fait rencontrer à la fois Saint-Bonnet, qui était un personnage étrange, une sorte de gourou, mais passe aussi dans sa vie un homme comme Gurdjieff, qui attirait aussi beaucoup d'artistes et d'intellectuels de l'époque. Et finalement, ce besoin de spiritualité, cette recherche de la lumière, Jérôme Garcin le traduit vraiment remarquablement. Et il prend parfois de courts extraits du livre de Busserin, et notamment la scène peut-être inaugurale qui tourne autour, vous l'avez évoqué très bien et très justement, cette scène des yeux renversés où il perçoit finalement dans l'aveuglement dans lequel il est, que la lumière est aussi intérieure et qu'à l'intérieur il peut tout voir. C'est un passage magnifique, hein. À l'intérieur il peut tout voir, et Jérôme énumère à ce moment il peut voir les paysages, il peut voir les choses, les femmes, les hommes, tout voir à l'intérieur, dans cette lumière intérieure. Ça, c'est ce renversement, ce retournement qui est une dimension existentielle inouïe, enfin, est très bien rendu dans le livre, et c'est vrai que c'est une expérience unique. Donc ce mysticisme est lié à cela, à ce besoin de transcender, quoi, de dépasser sa situation. C'est un livre... Il disait que ça l'avait beaucoup aidé à Buchenwald, parce qu'il ne voyait pas le noir extérieur, il voyait justement cette lumière qu'il avait à l'intérieur. Et la présence de la littérature, hein. Beaucoup le disent, mais le fait de se réciter des textes littéraires, et de les dire, ont été effectivement un moment très important. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que, d'après ce que dit Garcin, c'est que c'est le seul déporté à ne pas avoir reçu de pension. Oui, c'est sidérant. C'est sidérant, je veux dire. Oui, c'est incroyable. Et puis, l'impossibilité, en raison de son handicap, d'enseigner parce qu'il normal disait que quand il était à Buchenwald, il n'était pas considéré comme un aveugle, mais comme l'un des leurs. Dès qu'il est rentré en France, il a été considéré comme un aveugle, et plein de portes se sont fermées pour lui, et entre autres le fait d'enseigner comme il le souhaitait. Du coup, les universités américaines l'ont accueilli à bras ouverts. C'est incroyable cette histoire. Et quand il est mort, on n'a pas parlé de lui en tant que résistant, on a dit des touristes d'Honolulu sont morts sur la route. C'est quelque chose de dingue. Hein. Oui. Très bien, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre voyage dans le temps avec vraiment une enjambée considérable. Hein. Nous allons nous retrouver avec Gaël Defranco au 5e siècle, donc avec la compagne donc,
de Saint-Augustin. Oui, avec le livre de Claude Pujadt-Renaud, on fait un bond dans l'histoire et dans le passé, et on est plongé dans le 4e et le 5e siècle romain, dans l'Afrique romaine, voilà. Avec donc la vie de Saint-Augustin qui est présentée, mais du point de vue de la concubine, de la femme qui a vécu avec lui au tout début, alors que Saint-Augustin n'était qu'Augustinus et qu'il était manichéen. Donc elle raconte au fur et à mesure de ses souvenirs, ce que fut sa vie avec Augustinus et comment on voit Saint-Augustin, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est la lumière. Elle a vécu dans l'ombre de cette lumière, mais petit à petit, on s'aperçoit que finalement, elle aussi, c'est une lumière, parce que c'est la vie de cette femme. Alors, elle a existé, hein, on ne sait pas grand-chose sur celle qui a pour nom Élissa dans le roman de Claude Pujadt-Renaud, mais elle a vraiment existé, et Claude lui donne un point de vue qui est particulier et qui moi m'a beaucoup plu parce que c'était une femme amoureuse, Augustin aussi, Augustinus, et on voit les problèmes que posait même maintenant, hein, ces réflexions sur la foi, sur ce qu'on pouvait, le manichéisme, c'était quand même quelque chose de particulier. Et du coup, toutes ces réflexions, c'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions, qui aimait philosopher, et du coup, on est complètement plongé dans toute cette vie à l'époque, à la fois de ces philosophes, ces penseurs, et puis la vie quotidienne, puisque ça, c'est quelqu'un du peuple, pardon. Donc, elle a sa vie de tous les jours, voilà, et on va s'apercevoir que petit à petit, elle va être répudiée, et donc au moment où Augustin la répudie, elle retourne chez elle, et petit à petit, les souvenirs vont revenir avec l'aide du couple chez qui elle travaille. Lui est potier, et voilà. Et puis elle va rencontrer aussi à cette occasion un homme, Sylvanus, qui écrit, alors qui lui est paralysé, qui ne peut pas bouger, et qui retranscrit tous les discours et les prêches des différents évêques voilà, de l'époque, et à l'époque où justement Augustinus est devenu évêque. Et à travers tout ce qu'il va dire et les livres qu'il va écrire, elle va petit à petit comprendre petit à petit ce qui s'est vraiment passé entre lui et elle. Et voilà, on découvre vraiment... alors j'avais noté, enfin, vous ayez des... Non, pas du tout. D'une part, j'avais noté la définition qu'avait donnée Claude Pujadt-Renaud du manichéisme. Oui, c'est intéressant. Parce que justement, à l'heure actuelle, on se dit qu'il y a plein de choses qui sont vraiment... Tout à fait. Alors, dans la conception manichéenne, j'appréciais, alors c'est Élissa qui parle, j'appréciais cette séparation entre un monde de lumière quasi inaccessible et un monde de ténèbres, gang, dont nous étions tous captifs. Voilà, la lumière, justement, et puis la difficulté d'essayer de trouver une philosophie, de trouver toutes les questions qu'on pouvait se poser à l'époque. Et petit à petit, on aperçoit que... Alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est la façon dont elle écrit. C'est très poétique, c'est plein de lumière, et il y a des descriptions qui sont assez remarquables. J'en avais noté une, si je la retrouve. Voilà. C'est le moment où Élissa et Augustinus partent à Tagaste, là où il était né, et ils retournent là-bas.
couleur allumée. Partis dans la nuit par une route sinueuse, nous avons vu en fin de matinée, alors c'est une région qu'elle ne connaît pas, Elissa. Elle a toujours vécu à Carthage, elle ne connaît que la mer, et donc elle n'a jamais vu cette région de montagne. Donc pour elle, c'est quelque chose de particulier. Donc partis dans la nuit, par une route sinueuse, nous avons vu en fin de matinée le soleil patiner le calcaire doré de la cité sans l'écraser. Une ville couleur de dattes et de miel, entourée par l'eau dansante des oliviers. J'exultais. Enfin, je retrouvais la lumière. Voilà. Parce qu'elle était désolée à l'idée de rester enfermée dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Alors, la lumière, là, c'est vraiment, évidemment, la spiritualité. La recherche de la spiritualité, c'est aussi la lumière de la Méditerranée. Hein. C'est un livre vraiment très, là aussi, très attachant, parce que on est du côté de cette femme, on est toujours dans le point de vue, et de cette femme très sensuelle, très amoureuse. Et elle nous décrit un Augustin très sensuel. L'amour physique a énormément d'importance, et l'amour physique leur a, pendant plus de 12 ou 15 ans, je ne sais plus, a été un élément fondateur de leur couple, et elle vit toujours, Elissa, dans la nostalgie, dans l'incompréhension. Comment peut-il maintenant ne plus avoir de relation avec une femme? C'est pour elle de l'ordre du mystère. Quelque chose qu'elle n'a, parce qu'elle est restée dans cette sensualité. Elle, par exemple, il y a une très belle page sur le moment où elle commence, où elle essaye de travailler la terre, et où donc la question du toucher, justement, de cette sensualité, du potier, de la courbe, bon, tout ça c'est très sensuel, très évocateur, et évidemment ça lui rappelle cette relation avec Augustin. Donc c'est ce décalage entre l'image d'un grand-père de l'Église, Augustin, et cette vie qui a été un élément tout à fait déterminant également pour Augustin et Elissa. Et ça c'est vraiment tout à fait remarquable. Et très singulier, à une époque où le dogme chrétien se constitue, parce que justement il y a beaucoup entre guillemets de sectes plus ou moins hérétiques, voilà, et donc les débats théologiques font rage. Monique, la mère d'Augustin, Sainte Monique, est chrétienne. Il y a également Ambroise, Saint Ambroise. Donc on est dans cette la chrétienté se constitue, le dogme chrétien se constitue, et arrive cette œuvre de Claude Pujade-Renaud qui nous montre cette relation amoureuse, cette présence du corps, et sans tomber dans la facilité, c'est-à-dire c'est écrit avec beaucoup de pudeur, hein, et Elissa en parle avec beaucoup de distance, mais c'est très, très présent, et c'est sans doute ce qui fait toute la richesse de ce texte très tenu, où c'est très à distance, et en même temps où apparaît toute la lumière de l'Afrique du Nord. Alors ça aussi, on aurait bien aimé demander à Claude Pujade-Renaud sa documentation, parce que tout étant dans le mot, dans les noms latins, Hippo Regius, voilà, moi je suis allé chercher sur internet pour savoir exactement où je trouvais toutes ces villes, et avec les photos des ruines romaines, effectivement l'Afrique romaine de toute l'Afrique du Nord, là, est tout à fait extraordinaire, évidemment, et c'est ça qu'elle fait revivre. C'est absolument remarquable. Voilà, eh bien... Je vais peut-être expliquer à toutes les personnes qui sont présentes pourquoi, malheureusement, nous ne pouvons communiquer ni avec Claude Pujade-Renaud, ni avec Jérôme Garcin. En fait, cette semaine, pour l'Iranval, ce n'était pas une semaine lumineuse. Je dirais que c'était une semaine très sombre, puisque coup sur coup, on m'annonçait lundi soir, l'attaché de presse de Claude Pujade-Renaud chez Actes Sud, m'annonçait que malheureusement le week-end dernier, Claude Pujade-Renaud était tombée sur le trottoir, s'était fracturé le bras, elle était à l'hôpital. Elle sortait mercredi. L'attaché de presse m'avait dit qu'il n'y aurait pas de souci, que Claude Pujade-Renaud tenait vraiment à venir rencontrer ses lecteurs.
elle est sortie, elle a vu son visage qui était complètement couvert d'hématomes et elle se dit que ce n'était absolument inenvisageable de pouvoir venir dans cet état. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser, elle est prête à revenir vous rencontrer, mais elle ne pouvait vraiment pas le faire aujourd'hui. Et puis peut-être 1 heure après, Jérôme Garcin m'appelle, j'entends à sa voix qu'il était vraiment très ému. Il me dit que sa maman a 94 ans, qu'elle est très très malade, qu'elle doit se faire hospitaliser d'urgence. Elle a été hospitalisée en fait hier et qu'il est obligé bien sûr d'être à son chevet. Donc il était obligé d'annuler tous ses rendez-vous, le nôtre, celui du salon du livre de Paris demain, on est consolé. Mais donc vraiment une semaine sombre pour Guérande-Val. Et heureusement que nous avons des gens lumineux pour combler effectivement ces absences. Même chose, Jérôme Garcin m'a dit qu'il connaissait bien Chevreuse et qu'il reviendrait bien volontiers à la rencontre de ses lecteurs. Donc on espère pouvoir rencontrer bientôt Claude Puget-Renaud et Jérôme Garcin qui nous ont effectivement éblouis par leurs textes, comme nous ont éblouis aussi bien sûr tous les autres auteurs. Merci. Je pense que c'est le moment de conclure. Voilà, c'est une très belle sélection et je pense que cette thématique de la lumière, évidemment, pour Michel Tournier, c'est évident quelque chose de fondamental. Voilà, merci à nos auteurs et à nos lectrices privilégiées. Bonne fin d'après-midi.